RTCI vous propose Dans le vif de la Constitution. Une émission présentée par Anis Moulay et Afif Alaya. 8h30 sur RTCI, dans le vif de la Constitution, le premier numéro de notre nouvelle émission. Anis, bonjour. Bonjour Afef. Alors, on a déjà annoncé notre émission depuis hier. Donc, dans le vif de la Constitution, on va parler essentiellement de la Constitution de notre Tunisie. Donc, en phase de rédaction, on va poser toutes les questions possibles et imaginable pour essayer de donner et plutôt pour essayer de familiariser les auditeurs et nous-mêmes avec cette constitution et réduire un peu le taux dont on a parlé hier, n'est-ce pas Anis? Tout à fait, Rafef. Hier même, en invitant donc un membre du bureau politique de Takat, il nous a effrayé avec ce chiffre de 76% de risque d'abstention donc dans les prochaines élections, ce qui confirme encore plus cette, je dirais, démarcation entre le Tunisien et la politique. La Constitution est dans le cœur du politique, et là nous allons essayer de s'atteler un peu sur donc les dispositions du projet de la Constitution. Donc, voilà Nice, donc durant 3 mois, chaque semaine, un thème du projet de la Constitution sera discuté avec des spécialistes pour essayer de diffuser une culture politique au maximum. Donc pourquoi 3 semaines à Nice? 3 semaines parce que... plutôt 3 mois. 3 mois, oui, 3 mois parce que tout simplement nous avons un peu décortiqué les dispositions du projet de la Constitution dans son dernier draft, celui du 1er juin donc 2013, et nous avons arrêté donc 15 thématiques essentielles qui se trouvent donc de façon méthodologique dans le projet, dans le sommaire de la Constitution, du projet de la Constitution, et nous allons nous atteler, comme je viens de le dire, d'approfondir un peu cette réflexion pour familiariser nos auditeurs avec ces dispositions là. Voilà. Et pour les auditeurs de RTCI, vous avez à votre disposition un numéro de téléphone, le 71 840 000, donc 840 000 pour toutes vos questions. Et aujourd'hui, notre invité pour ce premier numéro, professeur Abdelhamid Labd, maître de conférence en droit public. Bonjour professeur. Bonjour. Bienvenue sur RTCI, merci d'avoir accepté notre invitation. Et comme premier thème, bien sûr, on va parler de la Constitution. Donc on va essayer de poser des questions relatives à la Constitution. Et je commence par une première question. Quel est le rôle de la Constitution? À quoi sert une Constitution, Anis? Tout à fait, Rafef. On ne peut pas démarrer ces émissions sans réfléchir par rapport à la notion de la Constitution. Pourquoi avons-nous donc pensé à se doter d'une Constitution? N'était-il pas nécessaire un peu de reconduire la Constitution donc de 1959 après l'avoir un peu donc changé dans les dispositions qui ont semé la tyrannie durant donc les années précédentes. Toutes ces questions-là, on va donc les débattre avec Sir Abdelhamid, et je vais commencer, si vous permettez, Afef, avec ma première question. Sir Abdelhamid, qu'est-ce que d'abord une constitution? Vous savez, la Constitution, d'abord, c'est un texte juridique, donc ça contient des dispositions juridiques. Et puisque tous les auteurs de la doctrine, c'est-à-dire tous les auteurs de droit, quelle que soit leur spécialité, vous disent que la Constitution a pour objet de encadrer juridiquement les phénomènes politiques, c'est-à-dire la façon avec laquelle un pays, un État est gouverné. Donc, d'une manière très sommaire, la Constitution, c'est un texte juridique, donc c'est un texte qui s'impose, en fait, donc il doit être appliqué, respecté,
Ensuite, son objet, c'est de permettre à ce que le pays soit dirigé par des institutions, pas uniquement des hommes, mais des institutions qui vont le fonctionner et le faire travailler, le faire avancer et le faire réaliser ses objectifs nationaux. Donc, chaque pays, chaque État a, en principe, un système, un ensemble de dispositions et de toute façon nous vivons en Tunisie un paradoxe. Comment vit-on ce paradoxe? C'est que la Tunisie c'est le seul pays arabe qui a la constitution la plus ancienne, faite de l'expérience constitutionnelle date du 19e siècle exactement, du 1861, date de la première constitution du pays. Et ensuite aussi la constitution de 1959. Si vous regardez en 59 comment était le monde arabe, c'est le seul pays aussi. Elle était avant-gardiste, c'est vrai. Elle est toujours avant-gardiste. Même aujourd'hui, si vous regardez le texte, c'est un texte qui n'est jamais, qui épouse une vision progressiste des institutions et de la vie des hommes. Ensuite, je dois préciser tout de suite quel est l'objet de la Constitution réellement, pour ne pas compliquer les choses à tout le monde. C'est le but de l'émission, et pour éviter les complications. La Constitution est un texte qui devrait être très simple, très court, très précis, et qui a pour objet deux choses principales. D'abord, c'est une déclaration de droits. Quels sont les droits et les libertés fondamentales qui doivent être protégées et reconnues par l'État? Justement, ça Abdelhamid, par rapport à ce point, excusez-moi de vous interrompre, lorsque vous dites droits et libertés, si vous nous expliquez un peu cette signification par rapport à l'opposabilité de ces droits donc au gouvernement, au pouvoir politique. Pourquoi avons-nous besoin d'un texte majeur qui garantit donc ces dispositions-là? Vous savez, un texte parce que nous vivons, le cas tunisien est un cas particulier. Mais d'autres pays n'ont pas besoin des textes majeurs. La Grande-Bretagne, on ne peut pas dire que c'est un pays non démocratique. Mais c'est un pays qui a une tradition. Mais ils n'ont pas une constitution écrite. Et voilà, exactement. C'est un pays qui n'a pas de constitution écrite, tout comme d'autres pays. J'évite de citer. Il y a le cas Israël, je pense. Tout à fait, exactement. Ça fait un peu poser de... ça donne des frissons à certaines personnes, mais juridiquement, c'est la réalité. C'est ce qu'on appelle des constitutions coutumières. De fait, c'est-à-dire la pratique politique veut que le gouvernement suit un certain nombre de règles en ce qui concerne son fonctionnement. Donc, on complète la définition de la Constitution parce que le deuxième objet de la Constitution, c'est un livre de procédure. Des pouvoirs politiques, c'est-à-dire comment organiser les relations et le fonctionnement des pouvoirs politiques. Donc la Constitution, si je reviens à la première question, quelle est la définition de la Constitution, c'est un texte très simple. Et nous, parce que nous avons une habitude un peu bizarre et particulière, on aime compliquer ce qui est simple. C'est-à-dire on applique le principe, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? C'est ça le problème. C'est un problème des méthodologies de travail. Donc ça c'est la définition de la Constitution. C'est un texte très simple et ça devrait être un texte très simple, très concis, très précis. À titre d'exemple, la Constitution des États-Unis d'Amérique, qui date de 1787, qui est la plus ancienne Constitution écrite qui est encore en vigueur, contient en tout et pour tout 3 articles. 3 articles dans le sens où l'article c'est un chapitre, donc ça tient en un petit document de quelques pages. Mais par la suite, il y a des développements qui seront faits par les institutions. La jurisprudence, exactement. Ainsi de suite. Pour compléter, qu'est-ce qu'une constitution? Ensuite, vous m'avez posé la question de savoir pourquoi ou comment imposer ou faire en sorte que les droits qui sont proclamés dans la Constitution soient protégés par l'État. Je vous dis tout de suite que c'est un processus qui est un processus lent, c'est pas un processus évident et qui prend beaucoup de temps. Ensuite, c'est un processus de collaboration dans lequel il y a plusieurs personnes qui interviennent. Pourquoi? Parce que la Constitution est censée garantir ce qu'on appelle un régime démocratique. Tout à fait. C'est-à-dire un régime démocratique, c'est-à-dire un système de gouvernement démocratique, qui n'est pas le meilleur. Parfois, certaines personnes essaient, sur le plan théorique, ils vous disent que c'est pas le meilleur régime, mais de toute façon, c'est ce qu'il y a de moins mauvais, du moins.
Donc, un régime démocratique, ça suppose certaines conditions pour que ça existe. L'alternance sur le pouvoir, la pluralité donc partisane. La liberté, d'abord, surtout la liberté de presse, la liberté de rassemblement, la liberté de manifester, la liberté de... Saad Lahmid, on y reviendra sur les libertés parce qu'on a donc quand même des émissions par rapport à la liberté. Rafef, je pense que vous avez une question. Tout à fait, Enis, puisque, professeur, vous avez évoqué tout à l'heure les pouvoirs. Donc, quels sont les différents pouvoirs définis par une constitution? Enfin, généralement, c'est simple, comme je viens de vous le dire. La Constitution, ça n'a jamais été un texte difficile. Si vous écriviez un texte difficile, c'est-à-dire que vous ne voulez pas réellement que le régime politique soit un régime efficace, c'est-à-dire qui peut délivrer le but ou les objectifs pour lesquels il est érigé dans l'État. Donc, généralement, ce sont 3 pouvoirs. Ou, si on peut résumer, réellement, ce sont 2 pouvoirs, c'est-à-dire le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. Et vient par la suite ce qu'on appelle, et c'est là une divergence, l'autorité judiciaire, je dirais plutôt, parce que c'est pas tout à fait un pouvoir indépendant, parce que ce n'est pas un pouvoir élu. Donc c'est un pouvoir désigné. Donc la légitimité du pouvoir judiciaire, si on appelle le judiciaire un pouvoir, est sujet à quelques interrogations. C'est pas évident. Et partout dans le monde, le judiciaire n'est pas un pouvoir à titre total et entier. Parce que il y a cette déficience originelle à l'origine que le pouvoir judiciaire ou que la magistrature n'est pas composée de gens qui sont élus. D'accord. Bon, ça dépend du système. Oui, bien évidemment. Saad Lahmid, à qui revient de mettre en place une constitution? Donc on a vu en Tunisie qu'il y a donc les élections qui ont eu lieu le 23 octobre 2011 et on a élu ce qu'on appelle donc une assemblée nationale constituante qui lui revient le droit dans la multitude des tâches qu'elle s'est arrogées. Et parmi ces tâches-là, c'est la rédaction d'une constitution. Dans d'autres pays, comme le Maroc, Saad Lahmid, comme l'Égypte aussi, on n'a pas abouti à une assemblée nationale constituante. Il y avait juste un comité d'experts qui a rédigé. Ensuite, il y avait ratification par le pouvoir législatif qui était en place. Mais au niveau du droit constitutionnel, Saad Lahmid, si ma mémoire est bonne, on arrive à distinguer entre le pouvoir constituant originaire et le pouvoir constituant dérivé. C'est bien ça. Tout à fait. Donc l'Assemblée nationale constituante... on doit préciser certaines choses, parce qu'on parle maintenant de choses qui sont relativement techniques. Si on dit qu'il s'agit d'un pouvoir constituant originel, c'est-à-dire, la définition est tout à fait claire et simple, comme je viens de vous le dire, le pouvoir constituant originel, c'est le pouvoir qui est défini ou qui édicte pour la première fois la Constitution, à l'origine. Comme c'est le cas pour l'Assemblée nationale constituante, élue du 23, comme c'est supposé être le cas dans l'objet unique. Voilà. L'objet unique principal. Je ne peux pas dire que c'est exclusif, mais l'objet principal, c'est pas un objet accessoire, mais elle est élue pour principalement établir une nouvelle constitution pour la Tunisie après avoir déclaré la constitution du 1er juin 1959 caduque, c'est-à-dire un texte qui n'est plus en vigueur. D'accord. Et ensuite, la deuxième concept, ou la deuxième terminologie, c'est le pouvoir constituant dérivé. C'est un pouvoir qui vient pour exclusivement amender la première constitution. Donc, ça vient après la mise en place de la nouvelle constitution et la mise en place des institutions qui sont créées dans la première constitution. Donc ça peut être fait par l'Assemblée du peuple qui arrivera par la suite, dans le cas d'une alternance du pouvoir, pour amender justement un peu les dispositions de la Constitution. Vous savez, ça c'est théoriquement. Oui, bien évidemment. Là on reste dans le théorique. Théoriquement, parce que
d'abord pour l'appellation Assemblée du peuple, c'est une appellation qui est nouvelle, parce que c'est le draft de la Constitution qui spécifie. Il faut voir aussi l'origine, c'est-à-dire ce qu'on appelle en anglais le background idéologique des gens qui sont derrière la mise en place de ce brouillon de Constitution. Ils sont élus par le peuple. Bien sûr, c'est toujours, vous savez, le peuple, il est souverain, tout à fait. En principe. Tout à fait. C'est-à-dire, il faut qu'il soit conscient des choix qu'il fait. Exactement. Théoriquement, il va être conscient qu'il va élire une assemblée pour rédiger une constitution et pour faire tel et tel acte, etc. Donc, ça implique aussi par la suite que l'assemblée doit rendre des comptes. C'est pas un mandat sans contrôle, c'est un contrôle qui sera par la suite fait par des élections, etc. Donc, justement, par rapport à ce contrôle, c'est Abdelhamid, je voudrais interagir avec vous par rapport à ça. On sait que dans le cas tunisien, le travail de l'Assemblée nationale constituante se fait sur 3 niveaux. Le niveau constituant, AFEF, c'est-à-dire mettre des dispositions constituantes. C'est-à-dire, il y a des commissions constituantes qui se sont attelées à mettre en place des dispositions donc du chapitre, c'est-à-dire du projet de la Constitution. Ensuite, excusez-moi, juste je termine, c'est Abdelhamid. Ensuite, il y a le travail législatif. C'est-à-dire que cette assemblée aussi a la possibilité de légiférer, c'est-à-dire d'édicter des lois. Ensuite, donc il y a un travail, je dirais, de texte administratif. C'est-à-dire le texte d'une assemblée, c'est-à-dire d'une structure, d'une administration donc publique qui travaille normalement. Sur les 2 derniers, il y a, je dirais, donc sur le dernier plutôt, il y a ce qu'on appelle un contrôle qui se fait par le tribunal administratif. Comme c'est le cas, par exemple, des décisions relatives, donc, je dirais, à la suppression des décisions de la commission de l'ISI, par exemple. C'est le tribunal administratif qui a arrêté le travail. Il y a aussi la Cour constitutionnelle qui devrait, normalement, vérifier le travail, donc, de législation. Ce qui n'existe pas en Tunisie, mais ce qui existe donc en Égypte. On a vu en Égypte que la Cour constitutionnelle est intervenue à maintes reprises pour dissoudre, par exemple, donc le Parlement. Là où il y a une spécificité par rapport à ce pouvoir constituant, c'est-à-dire que l'Assemblée nationale constituante n'a pas de contrôle sur son travail constitutionnel, c'est-à-dire de mise en place de la Constitution. Et cela peut être compris parce que on se dit, si nous sommes contrôlés? Non, c'est-à-dire c'est le peuple qui nous a donné, je dirais, ce blanc-seing. Sur ces dispositions particulières-là, nous sommes souverains et on peut donc écrire dans leur bon sens et en leur âme et conscience une constitution qui serait en harmonie avec les attentes du peuple. Abdelhamid, vous voulez dire quelque chose? D'accord. Il faut préciser certaines choses d'abord. Le mandat de l'Assemblée nationale constituante qui a été élu en 2011, c'est un mandat qui a été principalement axé sur la rédaction de la Constitution. Donc l'objet du travail de l'Assemblée, c'est la rédaction d'une Constitution. Ensuite, de manière tout à fait accessoire, donc c'est pas une manière principale, c'est de faire un travail législatif pour faire en sorte que l'État continue à fonctionner par le vote de lois qui sont nécessaires pour le fonctionnement de l'État. Et la première des lois qui sont nécessaires pour le fonctionnement de l'État, c'est la loi de finances. Ensuite, une troisième compétence que l'Assemblée s'est octroyée par la suite, par la pratique, il n'y a pas de texte, c'est le contrôle du travail gouvernemental. Pourquoi je dirais que c'est la vérité, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est établi dans le texte, que le travail principal ou la mission fondamentale de l'Assemblée, c'est de la rédaction de la Constitution, et tout ce qui vient par la suite, c'est un travail qui est tout à fait marginal, accessoire. C'est parce que dans la logique des choses veut que le travail de l'Assemblée nationale constituante doit être limité dans le temps, parce que on ne travaille pas sur de vide. L'État tunisien, c'est pas un État nouveau. L'État tunisien, c'est un des États les plus anciens dans le monde. Et il y a des textes qui sont déjà établis, qui ont été créés par les Tunisiens. Donc, on ne peut pas dire que l'Assemblée nationale constituante va travailler sur une page blanche.
Elle va travailler sur quelque chose qui est déjà acquis, et c'est pas un petit acquis, mais c'est un grand acquis. Oui. Donc, parce que les constitutions, surtout la Constitution de 1959, c'est pas un texte qui est tout à fait banal, c'est un texte fondamental, qui a été par la suite, un peu délaissé ou violé, ou vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Mais amendé selon les desiderata, donc ça c'est pas très important. Ça c'est pas très important. Ce qui est important, c'est que vous avez déjà une mouture et quelque chose sur laquelle vous pouvez travailler. Donc l'affaire de création n'est pas une affaire, c'est pas une affaire tout à fait anodine. Ex nihilo. On ne travaille pas sur quelque chose qui n'existe pas. Donc on travaille sur un texte qui existe déjà. Et donc les pouvoirs que l'Assemblée nationale de la Constitution s'est arrogés par la suite ont été des pouvoirs un peu qui font en sorte que la situation continue à exister on est dans les dilettantes aujourd'hui. D'accord. Oui, Anis, moi je voudrais poser une question justement par rapport au texte de la Constitution. Mais comment écrire un texte de la Constitution? Est-ce que c'est un texte qui existe déjà et on modifie un peu ou bien chaque membre de la commission propose un texte? Donc moi je voudrais poser une question par rapport à ça. C'est ce que Sarah Abdelhamid vient de dire exactement depuis un instant. Au fait, il y a deux méthodologies de travail par rapport à la mise en place d'un texte constitutionnel. Ou bien on commence à partir d'un texte qui existe déjà et qui, comme c'est la Constitution, comme la Constitution de 59, qui, de l'avis de tout le monde, est une Constitution avant-gardiste qui a été maculée, édulcorée, donc par des dispositions un peu, je dirais, non démocratiques que nous connaissons tous, ou commencer avec ce qu'on appelle la copie zéro. D'accord. Lorsqu'on a les élus donc de l'Assemblée nationale constituante lors du scrutin du 23 octobre, cette question s'est posée. Est-ce qu'on va dans le sens de modifier ou on commencera à partir donc d'une copie zéro, surtout qu'il y avait pas mal de projets, c'est Abdelhamid, vous vous souvenez de ça j'imagine, pas mal de projets qui ont été avancés par l'ordre des avocats, par l'instance Ben Arachour, par le doyen Belaïd. Donc il y avait déjà donc des ébauches prêtes. Sauf que pour des considérations, je dirais peut-être relatives, je ne voudrais pas faire de procès d'intention en fait, parce que le but de l'émission est essentiellement instructif. Donc on a choisi de démarrer par une copie zéro. On a choisi de démarrer avec une copie zéro et on a réparti l'ensemble des élus de l'Assemblée nationale constituante dans des commissions. Il y a à peu près, je pense, 9 commissions constituantes, là où on a à peu près donc 22 éléments, 22 élus qui siègent dans chaque commission. Il y a une super, si j'ose m'exprimer ainsi, commission qui est la commission de coordination et de rédaction, qui elle chapeaute un peu le travail pour coordonner, essayer d'enlever les redondances, les dysfonctionnements qui pourraient arriver à travers donc les petits textes qui arrivent des commissions, des différentes commissions. Donc on a adopté en fait cette méthodologie-là. Elle nous a fait perdre certes beaucoup de temps, mais on peut dire aussi que si jamais cette constitution arrive à bout et se met en place, que c'est un travail purement fait par les élus qui ont été donc choisis par le peuple. Voilà. Bon, peut-être on peut voir les choses de cette façon. La démarche ou la procédure qui a été suivie, c'est celle qui a été décrite par Anis. C'est tout à fait vrai. Avec une personne qui coordonne ou qui est supposée coordonner le travail de diverses commissions, qui est le rapporteur général de la Constitution. C'est tout à fait classique ce qui a été fait. Donc, dans toute opération de législation, c'est la démarche tout à fait normale et habituelle. Donc, sur le plan de la procédure, ça c'est tout à fait acceptable. Il reste que il y a une autre précision que je dois dire en tant que juriste. Aujourd'hui, nous avons énormément de juristes dans ce pays, ou des gens qui prétendent l'être. Donc, c'est au moins, je vais vous dire une chose qui sort qui a été du commun, et que le plus important, ce n'est pas la Constitution. Le plus important, c'est la loi électorale. Tout à fait, oui. Mais pour ça aussi, c'est Abdelhamid, on a une émission donc tout entière pour discuter de la loi, de cette loi-là. Je voudrais pas vous couper la parole, mais parce que le temps avance à grands pas par rapport à ce débat. Moi, je voudrais juste vous poser une question, c'est Abdelhamid.
comment protéger une constitution. C'est-à-dire les mécanismes de protection pour que la Constitution ne soit pas violée comme elle le fait donc par le passé. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas donc tomber dans ce schéma encore une fois? Vous savez, on ne va pas faire quelque chose qui n'a pas été fait par ex nihilo, comme je viens de vous le dire. La méthode la plus simple, la plus efficace, c'est de regarder comment les autres pays ont fait. Il ne faut pas chercher midi à 14h et faire de la gymnastique intellectuelle. Il faut juste copier les autres pays. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? La plupart des pays, ils ont autorisé un troisième pouvoir ou une troisième autorité à contrôler ce qu'on appelle la constitutionnalité de loi. C'est essentiellement la Cour constitutionnelle. Voilà, ça crée ce qu'on appelle le droit constitutionnel devient réellement un droit, parce que le droit constitutionnel souffre d'une tare qui est le fait que vous n'avez pas moyen d'imposer le respect du droit constitutionnel. Donc, si vous créez une cour constitutionnelle ou si vous attribuez à des cours existantes des compétences constitutionnelles de contrôle de la constitutionnalité de loi, donc vous créerez avec le temps la possibilité de créer tout un corps de règles, de principes qui s'appelleraient le droit constitutionnel. Les États-Unis l'ont fait depuis 1787, comme je viens de dire, depuis plus que de 200 ans maintenant. Et à titre d'information, le président Obama est un professeur de droit constitutionnel. Et, à 40 ans, c'est pas comme nous, c'est pas vieux. Donc, bien sûr, c'est ça. Le problème vient de la loi électorale, pas de la Constitution. Vous pouvez avoir la meilleure Constitution possible du monde, mais vous pouvez la dévier par la loi électorale. Tout à fait. Donc, tout le pays du monde ont fait en sorte qu'il y ait un organe qui soit plus ou moins indépendant, parce que ça dépend des hommes. Nous avons une combinaison de deux facteurs. Vous avez besoin d'institutions. Et aussi, surtout, vous avez besoin d'hommes pour que ces constitutions puissent exister. Surtout que dans ce cadre-là, vous avez une citation qui est très intéressante à lire, celle qui a été dite par Bonaparte. Qu'est-ce qu'il dit Bonaparte, Abdelhamid? C'est une phrase, j'oserais dire, de chevet pour moi. Et il a dit, les hommes sont impuissants pour assurer l'avenir, les institutions seules fixent les destinées des peuples. Voilà. Même s'il n'a pas appliqué lui-même, mais ça demeure une phrase tout à fait juste, tout à fait vraie. Contemporaine aussi, et on espère, Afef, que notre draft de la Constitution, notre projet de la Constitution, une fois voté, assurera donc les institutions qui permettront à la Tunisie donc de devenir réellement un pays démocratique, parce qu'un pays démocratique ne se base pas sur des hommes, mais il se base sur des institutions souveraines. Oui. Enis, moi je voudrais poser une dernière question par rapport à la place de la Constitution dans la hiérarchie des normes juridiques. Alors, c'est un peu ce qu'on a dit donc sommairement tout au long de ce débat. Ce qui est très important, je veux dire ça de façon très simple, c'est que la norme constitutionnelle, c'est une norme qui se trouve en haut des normes existantes. Donc c'est la norme suprême. C'est la norme suprême. Et elle régit, elle met en place tout un ordre juridique. Toutes les normes qui lui sont inférieures devraient la respecter. C'est-à-dire que si demain, il y a une loi, il y a une circulaire, il y a un arrêté, il y a un républicain ou autre, qui transgresse ou qui viole une disposition de la Constitution, là, le travail de cette Cour constitutionnelle ou des tribunaux, donc, qui s'arrogent le droit de contrôler la constitutionnalité des lois, peuvent déclarer cette disposition inférieure à la norme suprême, à la Constitution, comme caduque et non existante. Pas caduque, qui n'existe jamais, c'est-à-dire on la supprime totalement de cet ordre juridique. Comme ça, donc, on arrive à protéger notre Constitution. Un dernier mot, c'est une belle conclusion, celle que vous venez de dire. Nous avons ici, en Tunisie, nous allons créer quelque chose qui sera difficile à gérer, extrêmement difficile. Pourquoi? Ça, vous êtes dans le procès d'intention. Non, c'est pas le procès d'intention, mais ce sont les textes, parce qu'une Constitution dans un pays qui n'est pas apaisé. C'est un pays qui... Espérons que d'ici là, donc, on arrivera à apaiser les tensions. Merci beaucoup. Dans le vif de la Constitution prend fin. Le premier numéro prend fin pour aujourd'hui. On remettra notre rendez-vous pour jeudi prochain. Mercredi, dans le vif du sujet. Merci beaucoup, professeur Abdelhamid Laabd, maître de conférence en droit public. On vous remercie. Enis, merci. À 9h, le flash de l'actualité vous sera proposé par Tlahdin Bembarek. On remercie également Nawel Saidi pour sa collaboration technique. Votre ami Afef était avec vous en direct depuis 6h. Bonne journée à toutes et à tous et au revoir.